Girls of Candice Fuego Show. Vous pouvez voir que maintenant, nous avons une personne que vous avez probablement connue personnellement en tant qu'ami, en tant que père de famille, en tant qu'entrepreneur ou autre. Et pour d'autres personnes, vous avez dû le connaître via les nouvelles, dû à une situation qui a été causée il y a quelques jours. Mais en premier lieu, l'intervention primaire de cette entrevue, c'est pour nous renseigner davantage en tant que communauté, de connaître nos droits, de connaître la loi. Et je n'ai pas pu avoir mieux que Maître Yeboah. Donc, je vais laisser t'introduire en tant que de ton parcours plus particulièrement et les services que tu pourrais offrir à la communauté. Et ensuite, on va enchaîner avec l'entrevue. Je m'appelle Maître Kwadwo Damoy Yeboah. Je suis avocat. Ça fait au moins... Je suis avocat depuis, au fond, j'ai été assermenté cette année, mais ça fait depuis 2 ans que je travaille dans un cabinet d'avocats. Au fond, mon parcours, j'ai fait mon bac en droit à l'UQAM. Après ça, j'ai enchaîné avec un bac, ça s'appelle un programme de 2e cycle en Common Law à l'Université de Sherbrooke. Ouais. J'ai passé mon barreau, puis me voilà, au fond, ma pratique est plus axée sur le droit criminel et pénal. C'est-à-dire n'importe quel, quand vous avez des problèmes avec la police, ça peut aller de voie de fait à introduction par infraction, fraude, tout ce qui est dans le code criminel, ainsi que le code de sécurité routière. Mais on ne s'arrête pas là parce que dans mon cabinet, j'ai aussi du monde qui travaille pour des choses du droit civil. Si jamais vous avez un problème, quelqu'un ne respecte pas un contrat que vous avez, quelqu'un vous doit de l'argent, vous avez un problème avec un voisin, tout ça, on se coupe de tout ça. Good to know. OK. Donc, si j'y vais actuellement avec l'introduction d'un policier quand il nous intercepte pendant qu'on conduit, sans vraiment donner le motif de l'intervention, quel serait ton conseil à nous donner face à cela? Comment qu'on devrait se comporter, agir, réagir et quoi faire par la suite? Présentement, au Québec, il y a un projet de loi qui est à l'étude qui empêche les policiers de faire les arrêts et demander des permis de conduire, ainsi de suite, aléatoires, mais elle n'a pas encore passé à l'Assemblée nationale. Alors, les policiers, ils peuvent, selon leur jugement raisonnable, d'arrêter un conducteur et lui demander de se faire une vérification. Cela dit, le policier peut juste parler au conducteur. Il ne peut pas parler aux autres passagers dans le véhicule, mais ils vont toujours s'essayer. Mais le conducteur, il faut toujours obtempérer avec la police, leur donner les papiers, vos enregistrements, puis ainsi de suite, et obéir à ce qu'il va vous dire. S'il vous donne un ticket, vous avez 30 jours pour le contester, et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, le policier n'a aucun autre droit, à moins qu'il ait des motifs raisonnables de croire que de vous mettre en arrestation ou quoi que ce soit. OK. Donc, je donne une mise en situation. Je conduis, un police clignote ses lumières, m'intercepte, vient me parler, me dit Madame, est-ce que vous êtes correct? Vous avez l'air perdu. Que faites-vous, dans le fond? Est-ce qu'il y a le droit de faire ce type d'intervention-là si j'ai rien du tout? Non, lui, il peut juste vérifier si votre permis est en règle, si vous avez payé vos frais d'immatriculation et ainsi de suite. Le reste, où vous allez, avec qui, quand vous êtes sorti de chez vous, c'est qui est assis à côté de vous, ainsi de suite, ce n'est pas de ses affaires. Rendu là, lui, son droit s'arrête là, de votre vérification du conducteur pour s'assurer que vous avez le droit et vous êtes en règle de pouvoir conduire sur les routes du Québec. C'est tout. OK. Donc, s'il ne me demande pas mon permis de conduire, ni mon certificat d'immatriculation, puis mes papiers d'assurance, l'intervention de base était, est-ce qu'on peut considérer cela comme, je ne veux pas dire suspect, mais du profilage? Souvent, les policiers, je trouve, ils ont beaucoup de stéréotypes. Vous voyez? Ils ont un genre de stéréotype d'individus qu'ils doivent arrêter ou il est suspect ou il est... je vous donne un exemple. Euh, Moi, ça fait longtemps, j'avais une Mercedes pendant un bout.
Puis, moi, à chaque fois, je me fais arrêter, c'est permis de conduire, immatriculation, vous allez où, puis plusieurs questions. Un jour, j'ai prêté la même voiture à un ami blanc qui est parti quelque part. Puis le policier l'a vu, lui a juste dit, monsieur, s'il vous plaît, circulez. Il lui a même pas demandé, bon, parce que mon ami était mal stationné. Le policier lui a même pas demandé ses enregistrements, rien. Il lui a juste dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez que genre se tasser de là? Quand il m'a raconté ça, tu sais, on a ri un peu. Mais je lui ai dit, moi, j'aurais jamais eu cette réaction de la police. Et la différence entre moi et lui, c'est que moi, je suis noir, lui, il est blanc. Message. Donc, quel article que tu pourrais nous donner? Je tutoyais, by the way, because I know Quadro, so I don't want people to say, oh, she's disrespectful, pourquoi tu ne le vois pas? Je le tutoie, donc il m'autorise de tutoyer, hein? Oui. Je dois te tutoyer. OK. Pas qu'on dit que je suis une malade de vie, là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on devrait savoir comme article face à un policier suite à une vérification de routine? Au fond, le policier, lui, il connaît la loi. OK? Il suffit que vous aussi, vous savez où ses limites arrêtent. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit avant, il peut juste vérifier votre immatriculation, permis de conduire et assurance. Il ne peut pas outrepasser dans ce cadre, à moins que lui a des motifs raisonnables de croire que. Et s'il a des motifs raisonnables de croire autre chose que dans ce cadre-là, il est obligé de vous dire. Vous comprenez? Madame, je vous mets en état d'arrestation parce qu'il y a un mandat pour votre arrêt. Il est obligé, il ne peut pas juste choisir de vous dire sortez de la voiture, venez, je vous. Non, il vérifie, c'est ça le cadre de son travail. Si jamais, exemple, vous n'avez pas payé vos immatriculations, ainsi de suite, puis il veut remorquer votre voiture, il doit vous le dire aussi. Vous comprenez? Il doit vous dire tout avant de faire. Mais son cadre, son travail s'arrête à ces trois choses. Permis de conduire, immatriculation et assurance. Il ne peut même pas s'adresser aux autres passagers dans le véhicule. Mais entre vous et moi, ils vont toujours le faire et essayer. Mais c'est à nous à savoir nos droits et dire, ne pas choisir de ne pas répondre. OK. Donc, juste pour éclaircir un point, on a l'SPVM ou n'importe quelle place où ça que vous êtes dans n'importe quelle ville, ils ont différents noms, mais ça reste service policier. Oui. Qui est régi par la province en tant que telle, oui. Qui travaille pour l'État. Et il faut comprendre aussi la différence entre la Sûreté du Québec. Donc, la Sûreté du Québec patrouille sur les autoroutes. Okay? Pas seulement, il y a des villes qui n'ont pas il y a des villes qui n'ont pas de service de police. Et c'est la Sûreté du Québec qui s'occupe, qui ont un contrat avec la ville pour s'occuper de la police. Je vous donne l'exemple, la ville de Vaudreuil. Vaudreuil, ils n'ont pas leur propre service de police, mais c'est la SQ qui patrouille. Ouais. Mais ils sont tous sujets aux mêmes lois. Ils sont sujets à la charte canadienne. Ils ne peuvent pas vous détenir arbitrairement. Ils ne peuvent pas, vous savez, ils sont quand même encadrés dans leur travail. Mais la police, ils savent très bien comment faire pour contourner un peu les règles. Vous voyez? Puis souvent, j'ai des clients où les policiers se sont présentés à la porte chez eux, puis sans mandat. Puis la mère répond à la porte. Puis là, il dit bonjour madame, comment allez-vous? Vous savez, nos mères, ils sont souvent polis, ils voient la police. Ils disent, oh, est-ce que vous nous permettez de rentrer? Bien sûr, la madame va ouvrir la porte. Là, il y a accès à votre maison. Il est dans votre maison, sans mandat, quand il savait très bien qu'il n'avait pas le droit, mais puisque votre mère ou père lui a laissé la permission de rentrer, il n'a pas besoin du mandat. Vous comprenez un peu? Alors, eux autres, ils jouent un peu sur les mots et la loi pour souvent obtenir des choses qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas obtenir si ils suivaient la règle exactement. Donc là, c'est très important que vous sachiez que lorsqu'un policier se présente chez vous, il n'y a pas le droit de rentrer chez vous sans avoir un mandat. Donc, vous le parlez à l'extérieur. Oui. Et on a le droit de faire mention, arrivé à l'intervention primaire, que je vais en parler avec mon avocat. Veuillez me donner votre carte. Et ensuite, ils peuvent fermer la porte. Oui, non seulement il doit se présenter chez vous et vous montrer. S'il a un mandat, il doit vous le montrer. OK? Parce que le mandat va être écrit spécifiquement
à il a une affaire dans la maison, qu'est-ce qu'il doit prendre, ne pas prendre, qui doit arrêter. Alors, vous devez lui demander. S'il n'a pas de mandat dans ses mains, il n'a pas ses, excuse-moi, mais vous pouvez quitter, vous reviendrez quand vous aurez un mandat. Donc, si, exemple, un huissier vient chez vous, oui. Parce que c'est le parallèle. Hein. Ça, le huissier, c'est-à-dire c'est la cour municipale qui ordonne, il ordonne un mandat ou quoi que ce soit, Oui. autre qu'avoir un policier qui va venir chez vous. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un huissier et un agent de la police qui vient chez vous? Ou un agent de la police? Le huissier de justice, c'est comme un messager de la cour. Au fond, lui, son travail, c'est de remettre des documents aux personnes, puis en même temps, noter qu'il a remis à quelle heure, à quelle personne, ainsi de suite. Parce qu'après ça, quand tu te trouves à la cour, tu ne vas pas pouvoir démentir que, oh non, je n'ai jamais reçu. Vous comprenez? Alors lui, c'est ça son travail. Il a le droit de venir chez vous et vous donner, mais il ne peut pas venir fouiller chez vous. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il faut qu'il demande à la ville. Non, il n'a pas ce pouvoir de venir fouiller chez vous. Avant de venir, parfois, je sais, il y en a qui viennent pour faire un inventaire de vos biens, pour voir ainsi de suite, mais tout ça passe par le tribunal. Le tribunal va avoir émis une ordonnance qu'il va vous remettre. Puis, dans l'ordonnance, il va dire qu'il peut venir à telle heure vous voir, faire l'inventaire de vos biens si vous devez de l'argent à quelqu'un ou à la ville. OK. C'est bon, on renseigne la communauté. I'm asking questions for people to learn. Je pose des questions pour que vous sachiez un peu quels sont vos droits, comment intervenir. Merci encore, Kwadwo, pour pouvoir nous éclaircir davantage. Et je vais aller avec ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir avocat? Au fond, c'est plusieurs événements. Moi, j'ai grandi dans 2 quartiers, à Ville-Saint-Laurent et à Cartierville. Puis, à Cartierville, quand on était plus jeune, c'était un jeu de chat et la souris avec la police. Puis à chaque fois, ils nous arrêtaient, menottaient, ils arrêtaient, fouiller. Et nous, on était jeunes, on ne sait pas qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. En grandissant, j'ai su qu'il y a beaucoup de choses que les policiers ont fait qu'ils n'étaient pas supposés de faire. Mais parce qu'on ne savait pas nos droits, on laissait ça faire comme on les laissait faire. Vous voyez? Puis là, au fond, j'ai un ami personnel de moi qui avait eu de fausses charges par la police. Des fausses charges, c'était complètement faux. Ils ont écrit un faux rapport et ils ont fait, puis, tu sais, OK, il a été acquitté au final. Mais j'ai tellement trouvé ça injuste qu'il devait dépenser son argent, prendre un avocat, ainsi de suite pour se défendre face à des policiers que eux, ils sont tout puissants, vous comprenez? Puis lui, c'était comme un jeune qui n'avait rien fait du tout. Ils se sont assis, ils ont fabriqué un rapport, ils ont mis des accusations. Puis ça m'a vraiment, vraiment touché. Depuis ce jour-là, j'ai dit, moi, s'il y a quelque chose que je voudrais faire, c'est le travail d'avocat pour justement défendre des individus comme ça, qui eux, pas qu'ils sont sans défense, mais qu'au moins, ils vont pouvoir se défendre. Puis notre communauté, s'il y a un problème, c'est que l'accès à la justice est difficile parce que la justice c'est pas, comment on dit ça, c'est cher. C'est pas, ça coûte de l'argent. Les Noirs, souvent, quand on a un problème, on ne veut pas aller voir les avocats parce qu'on sait déjà qu'on va devoir payer. Alors moi, je me suis dit, bon, si je deviens avocat, au moins, je vais pouvoir aider les gens de la communauté, puis aussi, ils vont avoir plus accès à la justice, parce que moi, je ne suis pas nécessairement pour m'enrichir ou pour quoi que ce soit, c'est plutôt pour aider la communauté. Donc, on m'a posé cette question-là, je vais te la poser. C'est quoi la différence entre un avocat que tu vas prendre, exemple, qui te coûte 500 versus un avocat que tu vas payer 15 000, 30 000 pour défendre ton cas, mais c'est le même crime, la même situation. Je sais où ça, je m'en vais avec cette question-là, mais... Je sais où vous allez avec ça. On a tous suivi le même cours, on a tous suivi la même formation, on a tous
plus ou moins, tu sais, il y a des avocats qui ont plus d'expérience, moins d'expérience. Le prix que l'avocat charge n'équivaut pas à sa compétence. Il y a des avocats qui vont vous charger 10 000. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que l'avocat qui va te charger 2 000 $. Vous comprenez? C'est plus, moi je trouve, c'est le travail que l'avocat est prêt à mettre. Est-ce qu'il est prêt à se battre avec toi jusqu'au bout? Est-ce qu'il est prêt à faire des concessions? Est-ce qu'il est là pour son client? Ça, je trouve, c'est plus important. Tu sais, moi, tout le temps, il y a du monde qui me raconte, hey, j'ai essayé d'appeler mon avocat au moins 4-5 fois, puis il ne m'a pas répondu, ainsi de suite. Mais écoute, tu sais, en tant qu'avocat, c'est un de notre code de déontologie nous dit d'être accessible au client. Ton client n'a pas besoin de t'appeler 3-4 fois avant de répondre au téléphone. Vous voyez? Au moins, retourner l'appel. Et c'est juste ça. Mais pour revenir à ta question, pour moi, l'avocat qui charge 20 000 ou l'autre qui charge 10 000, c'est toute une question de compétence à la fin de la journée. Ce n'est pas parce qu'il vous charge plus cher qu'il est meilleur que l'autre qui charge moins cher. Il y a même des avocats d'aide juridique qui sont très compétents. J'en connais qui sont très, très compétents. Puis il y a des avocats qui ont un certain âge d'expérience que parfois tu vas te poser des questions. Mais sur tout ça, on a tous fait les mêmes études, puis c'est chacun son prix, vous voyez? Donc, est-ce que tu peux nous confirmer si c'est une rumeur, est-ce que c'est une vérité ou une réalité? Le succès de la carrière d'un avocat dépend de ses contacts à l'interne. Vrai ou faux? Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Ici, là, du tout. Et ça, je peux vous dire, il n'y a pas de contact avec le juge, avec... Non, le tribunal est vraiment séparé de manière que il n'y a pas cette idée sur la rue que oh, l'avocat connaît telle personne qui connaît. Non, 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 non. Ça, je suis prêt à vous dire que les gens qui travaillent au tribunal sont vraiment intègres. Moi, depuis que je suis là, ils ont tout le temps été corrects. Les juges sont corrects. Les autres avocats sont corrects. C'est un domaine où chacun fait son travail et essaie de faire mieux que pour leurs clients. Mais est-ce qu'il y a des bons et des pourris dans toutes les sphères de la société? Oui. Alors, c'est sûr que dans notre domaine aussi, il y a des bons et des pourris. Ça se trouve partout. C'est comme les médecins, il y a des bons et des mauvais. On ne peut pas tous, mais pour dire qu'il y a c'est les contacts intérieurs ici et ça, non, je dirais que c'est faux. C'est archi faux. OK. Donc, Maître Yeboah, ma question pour toi sur l'importance de remettre une mise en demeure à une personne concernée. Explique-nous, est-ce que la mise en demeure, c'est une première étape pour aller à la cour devant un juge ou devant le tribunal, ou c'est plutôt une pression, genre, pour intervenir à quelque chose ou avoir une entente concluante? Quand il s'agit de mise en demeure, il y a plusieurs situations. Il y a quelque chose en droit qui s'appelle des mises en demeure de plein droit, que tu n'as même pas besoin d'envoyer de mise en demeure à ces personnes-là. Exemple, si quelqu'un vous doit de l'argent, puis il vous dit plein et il vous dit, vous lui avez demandé votre argent plusieurs fois, puis il te dit non, je ne te paye pas. Vous n'avez pas besoin de lui envoyer de mise en demeure. Vous êtes en demeure de plein droit parce qu'il vient de te dire qu'il ne va pas vous payer. Pourquoi lui envoyer une mise en demeure? Mais c'est toujours bien de lui envoyer une mise en demeure afin que le tribunal sache que vous avez essayé. Vous comprenez? Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Vous n'allez pas pouvoir après dire au tribunal, oui, je lui ai dit, mais vous comprenez? Mais si c'est écrit, c'est autre chose. Mais il y a d'autres cas aussi que vous devez envoyer des mises en demeure aux personnes parce qu'ils ne sont pas en demeure de plein droit. Et ça veut dire, exemple, si les dossiers de vice caché, par exemple, OK, le temps, vous découvrez qu'il y a quelque chose, mais la loi exige que vous envoyez un avis qui équivaut à peu près à une mise en demeure à la personne qui vous a vendu pour lui faire part de qu'est-ce qui se passe, les défauts de la maison et lui donner le temps de réparer. Puis ensuite, s'il refuse tout ça, vous pouvez l'amener au tribunal. Mais si vous l'amenez tout de suite au tribunal sans cet avis-là, vous n'allez probablement pas être écouté parce que le juge va dire, est-ce que vous lui avez avisé avant? Vous comprenez? Alors, ce n'est vraiment pas une pression. Moi, souvent, quand les gens viennent me voir, je leur dis, oui,
Il faut envoyer des mises en demeure et s'assurer que la personne l'a reçu. Ça, c'est le plus important, qu'il a reçu le document. Donc, lorsque, exemple, je retourne dans un sujet là qu'on était plus tôt, que tu vas pouvoir élaborer sur ton expérience que tu as vécue plus tôt, il y a quelques jours. Lorsque un policier te menotte, puis il te dit, vous avez le droit de garder le silence jusqu'à nanana, on garde le silence. C'est notre premier droit et devoir de citoyen lorsqu'on arrive pour appeler notre avocat. Dis-nous comment ça fonctionne. Combien ça pourrait coûter au moment de l'appel, au moment que l'avocat se présente dans la prison ou que la personne est détenue en question. Parce que c'est les questions souvent que j'ai pu voir sur plusieurs plateformes, puis je me suis dit, bon, tu vas pouvoir nous éclaircir là-dessus. Le prix, je doute bien, est déterminé selon l'avocat. Est-ce qu'il y a un prix fixe, comme exemple, n'importe quelle personne fait partie d'un ordre, il y a un prix fixe que tu peux trouver dans les livres ou tu peux trouver dans des sites. Élabore-nous là-dessus, si tu veux éclaircir notre point de vue. Là. Quand on vous met en état d'arrestation, il y a deux choses que le policier doit faire, c'est de vous dire vos droits. Vous avez le droit de garder au silence, droit à l'avocat. OK? Ça, c'est vos droits constitutionnels. Le droit à l'avocat veut dire qu'au moment opportun, il doit vous laisser parler à un avocat. Et aussi, il vous lit vos droits. OK? Bon, quand vous arrivez à appeler votre avocat, c'est entre vous et votre avocat la relation. Vous comprenez? Alors, le montant, il y a des avocats qui chargent des montants forfaitaires, il y en a qui chargent à l'heure, il y en a qui chargent au travail, il y en a qui vont vous charger parce que quand ils viennent à votre comparution, le premier jour, si vous êtes détenu, il va vous charger pour ça. Il y a des avocats qui ne chargent pas pour l'appel. Moi, personnellement, je ne charge jamais pour au moins 1 heure. Je ne vais pas vous charger pour avoir une conversation. Mais il y a des avocats qui vont le faire. Vous comprenez? Ils vous chargent par appel. Mais ça dépend vraiment le prix, puis ainsi de suite. Mais l'important que je peux dire à vos clients, c'est que les policiers ils vont vous dire, vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous allez dire pourrait être tenu contre vous. Moi, je vous le dis et je vais conjuguer le verbe d'une autre manière. Tout ce que vous allez dire va être utilisé contre vous. Alors, il faut vraiment faire attention de garder le silence, de vraiment, vraiment garder le silence, de jamais, jamais, jamais parler à la police. Jamais. Il ne faut même pas leur parler, même si vous essayez si vous êtes en état d'arrestation, essayez pas de vous justifier, essayez pas de expliquer votre version des choses. Ce n'est pas le moment de le faire. Vous gardez le silence à tout moment et parce que, écoutez, s'ils vont vous relâcher, ils vont vous relâcher. S'ils ne vont pas vous relâcher, même si vous donnez votre version des choses, ils ne vont pas vous relâcher. La plupart du temps, leur idée est déjà faite. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas parler à eux du tout, du tout, du tout. Ça, c'est mon conseil. Il ne faut pas parler à la police une fois que vous êtes en état d'arrestation. Avant l'arrestation, oui, vous devez les parler pour vous identifier, votre nom, puis ainsi de suite. Oui, vous devez les parler. Mais une fois qu'ils vous mettent en état d'arrestation, c'est silence radio et ne parlez pas. Donc, exemple, on va dire, ils prennent tes informations, ils rentrent ça dans leur système, puis ils voient une photo de famille. C'est un terme, je ne sais pas si tu connais, mais oui. Tu comprends? Donc, ils voient ton profil, OK? Est-ce que c'est une raison pourquoi qu'ils pourraient agir différemment